Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau générique, et oui, 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 nouveau générique. J'ai enfin changé le générique, en grande partie fait par moi-même. J'ai mis des images un peu plus à jour, parce que l'air de rien, il y a des images qui commençaient à dater un tout petit peu. J'ai essayé d'en faire pour tout le monde, mais bon, je peux pas tout mettre non plus. Donc j'ai essayé de mettre du Hadjar, du Martins, du Pourchère, du Gilitaire, du Giusti, du Naël, un peu du Caranta aussi, du Dorian Pain. Bref, on a essayé de mettre un peu tout les Français qui avaient gagné des courses cette année. Bon, évidemment, ça ne compte pas Théo Pourchère, mais bon, voilà. Théo Pourchère qui est toujours au chômage. Théo Pourchère dont on parlera un peu lors du début de ce live. Évidemment, on est réunis aujourd'hui on est réunis pour quoi? La preview du week-end. Preview du week-end car c'est la fin de l'été, c'est la reprise du sport auto. Reprise du sport auto avec bien entendu la Formule 1, mais aussi la F1 Academy, dont on parlera avec notamment Dorian Pain, notre meilleure représentante française, et la Formule 4 française. La F2 et la F3, on en parlera la semaine prochaine. Évidemment qu'on en parlera la semaine prochaine, évidemment. Et je pense même que la preview F2, F3 à venir va être beaucoup plus fournie, notamment en F3 où ça sera tout simplement la finale du championnat, donc des enjeux à très très court terme, alors que la F2 il reste encore 4 manches. On rappelle qu'en Formule 2 le championnat va s'étendre jusque fin novembre. Évidemment, vous me connaissez, le petit PowerPoint est déjà prêt. Donc voilà, le sport auto reprend progressivement. Il y a donc de la F1 Academy, de la F4 France. Il y a aussi d'autres championnats dont qu'on suit pas forcément tous les week-ends, mais il y a quelques petites choses à noter assez intéressantes dans le monde des formules de promotion. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de parler F1 Academy, avant de parler F4 France, la Formule 4 française, qui sera à Manicourt dans la Nièvre avec le GT World Challenge. Donc vraiment, si vous êtes pas trop loin de la Manicourt, si vous êtes dans le nord de la France, juste n'hésitez pas à y aller. Au cas où vous n'avez pas suivi sur Twitter ou sur les derniers live Twitch, je ne serai évidemment pas présent ce week-end pour une très bonne raison, je vais me marier. Donc voilà, ça va être un peu compliqué de me déplacer à Manicourt, mais pour la F4 France, je me rattraperai très vite dès la manche de Dijon-Prenois dans quelques semaines. Avant d'entrer voilà dans la F1 Academy, la F4 France, on va commencer par évidemment, celui qui est tenu en otage depuis plusieurs mois, on pourrait même arguer depuis plusieurs années maintenant, Théo Pourchère. Théo Pourchard, donc c'était l'anniversaire, avant-hier. On lui souhaite un excellent 21e anniversaire. Son équipe de Formule 1, son académie, l'équipe qu'il a couvée depuis qu'il a 16 ans. Depuis qu'il a même 15 ans, il a rejoint le Giron Sauber en 2019, début 2019, rendez-vous compte. Voilà, depuis, il a gagné la F4 allemande, il a fait deuxième vice-champion de F3, il a gagné la F2, il a remporté un nombre incalculable de courses, monté sur un nombre incalculable de podiums. Il a fait aussi pas mal d'essais libres, des essais privés, etc. Il fait partie de l'équipe depuis des années, il est le troisième pilote depuis 2022. Et cette année, c'est pas lui qui fera la séance d'essai libre 1 réservée pour les pilotes rookies. On rappelle la règle que toutes les équipes de F1 doivent obligatoirement au moins à 2 reprises donner l'une de leurs voitures à un pilote rookie, c'est-à-dire à un pilote qui a fait moins de 2 grands prix. Et Sauber a dans son académie Théo Pourchère depuis très longtemps, Zen Maloney même qui est actuellement en F2 depuis cette année, et pour la séance d'essai libre 1 de Zandvoort demain matin, ils n'ont pris ni Pourchère, ni même Maloney, mais bien Robert Schwarzman. Alors, ne vous méprenez pas, j'adore Robert Schwarzman, et pour moi d'ailleurs c'est un pilote qui mérite sa place en F1, et qui même mérite beaucoup plus sa place en F1 que des pilotes dont j'ai déjà évoqué, comme Jack Doohan, ou voilà, qui a un palmarès beaucoup plus intéressant. Robert Schwartzman, on rappelle que voilà, c'était l'ancien coéquipier de Mick Schumacher en F2, l'ancien coéquipier d'Oscar Piastri. En fait, il était tout tracé, son chemin était tout tracé vers la F1 jusqu'à cette saison 2021 où il a eu la mauvaise idée d'être le coéquipier d'Oscar Piastri. Schwartzman était redoublant Piastri rookie et c'est Piastri qui a gagné le titre
avec une certaine marge en plus. Ça a un peu brisé tous ses rêves de Formule 1. Mais en attendant, le pilote russe, pilote russo-israélien, il a quand même pas mal d'arguments, ne serait-ce que sportifs. Donc voilà, et c'est un pilote qui fait partie du giron Ferrari, il fait partie de la Ferrari Driver Academy depuis très longtemps. Donc c'est pas un souci, c'est pas un souci qu'il ait le droit à une séance d'essai libre. Pourquoi avec Sauber? Et surtout, quel est le plan derrière? Puisque c'est quand même la grande question. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi Sauber donne une séance d'essai libre 1 à Robert Schwarzman, qui est un pilote Ferrari qui roule en endurance, qui roule en championnat du monde d'endurance en WEC aux 24 heures du Mans avec Ferrari depuis 2023, si je dis pas de bêtises. Et surtout, voilà, enfin, quel lien, puisque Sauber va devenir Audi en 2026, donc les liens avec Ferrari, bah on s'en fiche un peu. Historiquement, dans le temps, il y a encore quelques années, quand ça s'appelait Alfa Romeo, ou même avant que ça s'appelle Alfa Romeo, on sait qu'ils avaient été en discussion très avancée, avec notamment Mick Schumacher, aussi avec Callum Ilott, qui étaient deux jeunes pilotes Ferrari. Et ou même qu'ils avaient d'ailleurs lancé Charles Leclerc dans le grand bain de la Formule 1, ils avaient aussi lancé Antonio Giovinazzi. Bref, historiquement, c'est vrai que Sauber a eu des liens avec Ferrari. Ok, mais là, Sauber devient Audi, donc les liens Ferrari excitent, car bah, en 2026, ça sera un moteur, un groupe motopropulseur Audi, pardon. Quel est le plan? Car voilà, c'est absolument impossible. Enfin, ça paraît complètement dingue. Et d'ailleurs, personne n'a parlé de cette éventualité sur Twitter. Est-ce que Schwarzman pourrait être un candidat à la F1 chez Sauber? Enfin, en fait, le train me paraît passé depuis très longtemps. C'est comme si on disait à Adrien David, attends, 2026 la F3, c'est peut-être le moment. Enfin, malheureusement, le train est passé. Schwarzman, Hülkenberg, ça donne envie. En vrai, moi, premier degré, s'il n'y avait pas Théo Pourchaire, s'il n'y avait pas Zayn Maloney, s'il n'y avait pas la Sauber Academy, en vrai, Schwarzman, Hülkenberg, moi je suis chaud. Hein. Alors évidemment, Schwarzman a perdu beaucoup de crédit après s'être fait battre par Piastri, mais avant ça, c'était quand même, enfin, énormément de monde le voyait en F1. Schwarzman va en IndyCar avec Prema et Alot dans l'autre voiture. Pourquoi pas, hein? Mais pour moi, c'est des pilotes qui méritent d'être en monoplace et qui, comme Théo Pourchaire, mais je pense que Théo Pourchaire la mérite un poil plus, ne serait-ce que par son titre en Formule 2 à l'âge de 20 ans, chose que seuls Charles Leclerc, George Russell et Oscar Piastri ont fait. Donc pour moi, Théo Pourchaire mérite sa chance en F1 un peu plus, mais Schwarzman et Ilott, ouais, ils méritaient leur chance. Maintenant, le train est passé. Enfin, voilà. Enfin, le timing est encore pire que pour Théo Pourchaire. Je comprends pas le projet, je comprends pas le plan. Bonjour, merci, ravi de pouvoir être sur un live, bien que je dévore les replays chaque soir. Bah, merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup à toi. Je veux dire, c'est vraiment leur line-up l'an prochain. Ah, oui, ok. Oui. C'est possiblement leur line-up. Il faudrait pas plutôt un pilote plus expérimenté que Ilott, puisque de base ils voulaient un pilote expérimenté. Ça parlait de Newgarden à un moment, ça parlait de Rossi. Schwarzman, Ilott, ça manque un peu de référence quand même. Quelle est la meilleure académie, Aston ou Sauber? J'ai envie de dire, au moins Aston, ils te font croire à rien. Genre quand t'es chez Aston, enfin, alors que Théo Pourchaire, il a souvent eu l'illusion d'être proche de la F1 s'il avait les résultats. Il a eu les résultats, il n'est pas proche de la F1. Aston, après ils ont peut-être des pilotes un peu moins talentueux. Peut-être que, enfin, Drugovich et Crawford, je les considère moins bons que Pourchaire et Maloney. Au moins Drugovich fait des FP1 où la voiture fonctionne. Certes. C'est vrai que Théo Pourchaire, lui, il est souvent abonné à des tours, à 8 tours en pneus durs au grand maximum, puis après problème de boîte de vitesse et quelque chose comme ça. Voilà, j'ai énormément de mal à comprendre, surtout, voilà, quel est le plan pour 2025 pour Sauber? J'ai pas l'impression qu'ils vont tester Robert Schwarzman pour potentiellement le titulariser en F1. Si Vasseur était resté chez Sauber, 100% Théo était en F1. Ouais. Je suis d'accord. Tu sais que les gens hors français considèrent que la plupart de Drugovich meilleur que Pourchaire, ça me paraît irréel. Les gens hors français,
ça veut dire quoi les gens hors français? Les gens brésiliens, oui. Les gens anglais, par exemple, je sais pas, hein. C'est pas clair, c'est pas très clair, hein. Et puis pour moi, en fait, enfin, juste, oui, ça paraît ni français ni brésilien. J'ai un petit doute là-dessus, parce que j'ai quand même l'impression, bon, c'est peut-être des Français qui parlent anglais, mais en tout cas que Théo Pourchaire a pas mal de soutien, surtout encore plus depuis son escapade malheureuse en IndyCar avec McLaren. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de soutien autour de Théo Pourchaire oui voilà, depuis qu'il s'est fait jeter comme une chaussette par McLaren. Donc, ouais, kick cette académie, ouais. Donc voilà, Théo Pourchaire, je sais pas, enfin je pense qu'il sait très bien que avec Sauber, visiblement, ça a l'air foutu. Donc il faut essayer de rebondir. Il faut trouver un volant à temps plein. C'est une phrase bateau. Euh, Ça compare Pourchaire à Marcus Armstrong. Ouais, non mais après sur le Discord de Feeder Series, je pense qu'il y en a qui aiment bien tomber dans la provoque aussi, hein. Il y a des opinions de partout. J'ai un peu limité les réseaux depuis que je tombe sur des Aaron mérite le baquet, mais c'est Antonelli qui l'a alors qu'il a rien prouvé. Ouais, non mais oui, oui, non, mais il y en a évidemment qui pensent très rapidement ça. Mais ne serait-ce qu'une saison, on peut pas résumer les pilotes sur une saison. Il faut prendre l'entièreté. Il faut prendre toutes les années avant pour essayer de jauger au mieux d'un pilote. Ça donne pas une comparaison, ça donne pas un truc parfait, mais au moins on a un peu plus d'éléments. Euh, c'est pas un peu bizarre que le même pilote se fasse ghost par deux groupes auto en une seule saison? Je sais pas, en vrai, j'ai pas d'explication. Honnêtement, j'ai pas d'explication rationnelle, à moins que vraiment Théo Pourchaire ait pété un câble et insulté toutes les familles de Sauber, de McLaren, etc. Mais pour moi, franchement, enfin, je- du peu que je le connais, que je lui ai parlé, Théo Pourchaire, c'est l'un des pilotes que j'apprécie le plus humainement, même d'assez loin. Je comprends pas trop. Est-ce que c'est l'entourage qui est peut-être plus problématique? Je ne sais pas. T'as des infos sur le mercato de Sauber? Non, j'ai pas d'infos puisque ça a juste aucun sens. Dans un monde normal, Théo Pourchaire serait le favori de très 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 loin. Il y aurait aucun doute en fait. Et il n'y a pas de candidat naturel qui se dégage puisque tout le monde refuse Audi. Exemple Sainz, exemple Ocon. Il y a des pistes en IndyCar pour l'an prochain pour Théo. Oui, oui, il a des pistes. Ça c'est un fait qui est avéré. Mais bon, dans un monde idéal, il faudrait qu'il soit en F1. Et c'est vrai qu'il faudrait essayer de signer assez rapidement, parce que voilà, Théo Pourchaire n'a pas tant d'argent que ça comparé à d'autres pilotes en IndyCar. Je pense par exemple à Christian Lundgaard. Donc, ce serait bien d'essayer de sécuriser un siège assez rapidement. Mais est-ce que, pour moi, Pourchaire trouvera rien en IndyCar l'an prochain? Mais Homero, t'es dépressif aussi là. Il faut garder espoir. On est encore loin quand même. On est encore loin. Il y a un gars qui m'a dit, enfin, je sais pas, pour moi c'est pas fiable du tout, mais qui Pourchaire aurait encore une chance pour la F1, mais pas chez Sauber, etc. Je, honnêtement, j'y crois pas trop. C'est l'un des mêmes gars qui m'avait dit que McLaren avait un plan pour Théo Pourchaire, un plan lié à la F1, donc bon, j'ai tendance à prendre les infos de ce mec avec des pincettes. Ouais, si ART arrive en IndyCar, pourquoi pas, mais a priori, en IndyCar, ce serait pas tout de suite, ce serait plus de l'Indy Next, hein. Avec peut-être de l'IndyCar après, mais on serait pas sur de l'IndyCar dès 2025, hein. Pour chercher Alpine, mais PTDR. Honnêtement, pour la santé mentale de Théo Pourchaire, je sais pas si c'est bien qu'il aille chez Alpine. Puis vous imaginez, ça voudrait dire que Alpine aurait pris une décision sensée. Ça me paraît assez peu probable, enfin sensée. Je sais pas, chez Alpine, a priori, on se dirige quand même pas mal vers un Jack Doohan. Ça a l'air de se décanter un peu. Jack Doohan et peut-être un Paul Aron en troisième pilote. L'enthousiasme est à son paroxysme. Force à Pierre Gasly, hein. Ici, Art Grand Prix avec Renault en IndyCar. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, hein. Attends, avec Renault en IndyCar. Ouais, bah oui, oui. Quelle honte, Doohan. Bah, oui. Je vais pas essayer de chercher des excuses. Bon, on va bientôt commencer à appeler au racisme anti-français. Je comprends pas.
Je comprends pas honnêtement. Oui, bah, tant qu'à faire, autant mettre Adrien David, hein, c'est vrai. Pour chercher Tony Carter. J'ai vraiment du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre pour Théo Pourchère. Bon, tout ce que j'espère, c'est qu'il voilà. Après, au vu de ce qu'il montre sur Insta, il a l'air de bien s'amuser dans sa vie avec sa meuf et tout. Ils sont trop mignons, etc. Ok, mais bon, moi je préfère qu'il s'amuse et qu'il nous fasse tous vibrer comme il l'a fait pendant toutes ces années en F4, en F3, en F2. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner pour Théo Pourchère. Et attention, Adjar va bientôt se faire passer devant par Lawson. Attendez, inversez pas les choses. Norme de base, Lawson est devant Adjar dans la hiérarchie. L'espoir qu'on peut avoir, c'est que Adjar passe devant Lawson. C'est l'espoir que j'essaye d'entretenir, mais de base, de la toute base, Lawson, vu qu'il a fait 5 grands prix réussis en F1, il est forcément devant Adjar dans la hiérarchie. Donc voilà. Et pour Adjar, évidemment, voilà, a priori, Lawson a l'air d'avoir quand même un temps d'avance. Je suis quand même d'accord. Lawson a l'air d'avoir un temps d'avance. Oh, merci beaucoup à Julien Enviave pour son premier sub. Je crois que c'est le premier mois de sub et bah merci beaucoup, merci beaucoup. Pour en revenir à Adjar, vu la déclaration de Marco, oui, c'est mal parti pour Adjar. C'est mal parti pour 2025. Et encore une fois, c'est quand même le giron Red Bull. Tout le monde peut partir très rapidement. Tsunoda, on rappelle, c'est un pilote sur lequel Red Bull ne compte pas et il y a Honda qui part bientôt. Ricciardo, bah, ne serait-ce que pour des questions de performance, il pourrait bientôt partir. Sergio Perez, pour des questions de performance aussi, il pourrait partir. Et Verstappen, si Red Bull continue son déclin, il pourrait aussi partir pour peut-être Mercedes, voire même peut-être Aston Martin. Mais donc, tout le monde est sur un siège éjectable. Bon, il y a forcément Max Verstappen, c'est plutôt Red Bull qui est sur un siège éjectable, je suis d'accord. Tout le monde sauf Perez. Non mais ça va pas tenir pour l'éternité. Adjar en Super Formula pour débuter 2025, c'est pas impossible. Hein, en plus, on sait que Adjar, il adore il adore le Japon, il adore la culture japonaise, il a déjà fait beaucoup de voyages au Japon, il a déjà roulé au Japon, il a déjà fait des stages avec la FFSA et la fédération japonaise là-bas, il a déjà roulé à Suzuka, etc. C'est pas du tout pareil que Théo Pourchère quand il était allé en Super Formula. Voilà, j'ai bien plus confiance et surtout ça serait dans une meilleure équipe, ça serait dans un top team, ça serait chez Mugen Honda. Donc voilà, pas forcément l'année entière. Voilà, pour moi ça peut refaire un peu comme Pierre Gasly en 2017. Hein, c'est clairement pas impossible. Hein. Attends, Antonelli a été confirmé pour la FP1 à Monza. Alors je crois pas que ça a été confirmé, mais a priori oui, ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Attendez, Antonelli, attendez, on est déjà en train de passer de passer à la diapo suivante là. D'ailleurs, Percy, j'ai vu le programme ce week-end sur ton Twitter. Tu vas vraiment manquer une course inversée de F4 française à cause de ton mariage. C'est quoi ce sens des priorités? Bah ouais, je vais louper la course 2 de Formule 4 française. Bon, bah écoutez, voilà, hein, il faut faire des choix dans la vie. C'est comme ça. Je vais aussi louper les qualifications de Formule 1. Ah, y a rien qui va. Mais oui, voilà, c'est. Il paraît que Pourchère n'avait pas le budget pour faire la saison complète de Super Formula. Ouais, bah à quel point Sauber le soutenait. D'après Autojournal F1, c'est confirmé. Honnêtement, je pense que c'est beaucoup de médias qui se disent bon, tout le monde a l'air d'accord là-dessus, on va le publier en mode on a une exclusivité, alors qu'en fait ils ont pas tant d'infos que ça en interne. Moi-même, hein, d'ailleurs, je le prétends pas. Hein, là, dans ce cas, Antonelli FP1. Bon, ok, j'ai une ou deux personnes qui m'en ont parlé, mais voilà, c'est pas officiel. Mais bon, a priori, voilà, ça va se faire. Il va y avoir cette première séance d'essai libre à Monza où il devrait remplacer Lewis Hamilton. Et visiblement, voilà, l'annonce officielle pour 2025 pourrait être dans la foulée, dans le week-end de Monza. Honnêtement, de toute façon, maintenant c'est un secret de polichinelle. Hein. Maintenant, il n'y a plus de suspense pour Antonelli chez Mercedes, puisque bah tu mets qui si tu mets pas Antonelli? Me sortez pas des Magnussen, des Zou ou des Sargent. Hein. Sérieusement, il n'y a plus aucune autre option en fait. Un élan d'agitation tel à celui sur le Discord après que Johnny Edgar ait affirmé que sa source annonçait Aaron chez Alpine. Ouais, mais au final, Aaron chez Alpine, mais peut-être, enfin,
de ce qu'on comprend un peu plus, peut-être Aaron chez Alpine en tant que réserviste. Et ça pourrait faire un peu plus sens. Enfin bon, ça voudrait dire Douane chez Alpine, et ça, envie de mourir, hein, quand même. Hein. En fait, voilà. Maintenant, on peut plus. Oui, il y a Théo Pourchaire, c'est vrai. Mercedes pourrait mettre. Bah oui, bien sûr. Mercedes va évidemment appeler Théo Pourchaire pour remplacer Hamilton. Ça me paraît logique. Non, mais voilà. Enfin, vous voyez bien qu'il n'y a plus d'autres options. Salut Vettel Spin. Il n'y a plus d'autres options. Ça a parlé de Théo juste avant. Ça a parlé de Théo. Voilà. Prise d'otage à une wheel. Envie de mourir. Hein. Envie de mourir. Voilà, de toute façon, Mercedes, c'est la seule option. A priori, Verstappen n'a pas l'air libre. En tout cas, n'a pas l'air libre pour fin 2024. Et il y a des rumeurs qui sortent en mode Verstappen, il serait pas libre, mais selon les clauses de performance, peut-être que fin d'année prochaine, avec le nouveau moteur Mercedes, avec patati patata patata, Verstappen pourrait quitter Red Bull et rejoindre Mercedes qui pourrait tout dominer avec son nouveau moteur. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment il peut y avoir autant de rumeurs qui disent que Mercedes, ils vont tout éclater avec leur moteur 2026. Qu'est-ce qu'on en sait? Alors certes, ils ont bien réussi le passage à la transition au V6 hybride en 2014, certes, mais en vrai, bah, tout le monde a ses infos en interne, tout le monde travaille de son côté. Puis, ok, on peut pas savoir, on n'a pas de vrai moyen de comparaison pour moi. La SPR de Schwartzman, c'est pour faire plaisir à Ferrari de ce que j'ai entendu à la fin du partenariat. Oui, donc, ça confirme vraiment, il n'y a aucun plan pour le futur, il n'y a aucun plan de préparer potentiellement un pilote pour 2025, puisque même si j'aurais été en colère si ça avait été Bortoleto, et pas Pourchaire, puisque Pourchaire le mérite 100 fois plus, mais voilà, Bortoleto, au moins tu te dis, ok, il mérite sa place, etc., tu prépares l'avenir, tu prépares 2025, etc., ok, pourquoi pas. Mais là, Schwartzman, il y a vraiment aucun plan pour le futur, cette équipe est juste catastrophique. Est-ce que Théo va rouler sur une autre FP1 ou c'est mort? C'est jamais mort, mais je vois pas pourquoi il le ferait rouler sur une FP1, en fait. Alpine veut toujours le moteur Mercedes. Oui, a priori. La question aussi, c'est à quel point, quand est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça peut se faire dès 2025? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même, voilà, chez Viry-Châtillon, évidemment, ça gueule beaucoup. On sait même pas s'il y aura des moteurs pour la fin de la saison d'Alpine. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Ça peut être la douille de l'année 2026, le moteur Merco, et là on rigolerait bien. Ouais, comment il roule Robert sans licence? Bah, en même temps, il choisit des pays compliqués. Hein. Robert Schartmann, c'est un pilote russo-israélien, donc la licence russe n'existe plus, en tout cas pour l'instant. Et actuellement, il roule sous licence israélienne. Donc, voilà, c'est une question. Voilà, les pays qui choisit, mais bon, voilà, la licence israélienne est toujours valide selon la FIA. D'ailleurs, j'ai vu la rumeur de Newey chez Alpine. Oui, bah, écoutez, as long as there is delusion, there is hope, hein, comme on dit. Hein. Enfin, c'est pourquoi pas. Hein, Newey va peut peut-être faire un projet, redresser à lui tout seul une équipe. Hein, pourquoi pas. Redresser, même construire à partir d'un champ de ruines. Pourquoi pas. Dorian Pain dans la Mercedes au final. Et lourd. Il peut pas choisir la licence italienne comme Kvyat ou Bedrin. Bah non, puisque Schwartzman il a les deux origines. Enfin, il a aussi les vraies origines israéliennes. Il prend pas la licence israélienne pour le kiff. Hein. Et puis honnêtement, Kvyat ou Bedrin, enfin, franchement, Kvyat ou Bedrin, ils ont absolument rien d'italien. Donc honnêtement, je préfère limite comme certains pilotes qui bah attendez, enfin non. Il y a un pilote vous verrez en Euro 4 à la toute fin du live, il y a un pilote russe qui roule sous licence de Grenade, je crois, sous licence de Grenade. Alors le pays. Vous savez, le pays dont on entend parler que à la cérémonie d'ouverture des JO. Voilà, l'île quoi. Voilà. Donc voilà, bon, j'ai mis cette rumeur, voilà, Verstappen Anthony en 2026, si Verstappen partait, mais ça voudrait dire Russell out, mais ça voudrait dire que et a priori que Audi voudrait George Russell, soit, je conçois totalement que Audi veuille George Russell, pourquoi Russell partirait chez Audi, pour moi cette rumeur est très bizarre, ouais, cette pilote est très bizarre.
Cette rumeur, pardon, cette pilote est très bizarre. Cette rumeur est très bizarre, surtout que Russell fait quand même un excellent taf en ce moment. Alors certes, il y a toujours des petites erreurs, c'est toujours pas parfait, etc. Mais bon, c'est sûr qu'à choisir entre Verstappen et Russell, il n'y a pas trop de doute, mais bon, quand même. Donc à voir ce que ça donne pour le futur, mais a priori, Verstappen devrait bien rester chez Red Bull en 2025. Ce que j'ai entendu, Toto aimerait bien Russell quand même pour guider Kimi. Bah ça me paraît plus logique. Ça me paraît être un duo beaucoup plus sain, alors que imagine tu mets Verstappen face à, enfin tu mets Antonelli face à Verstappen, Anthony qui serait que à sa deuxième année. Enfin, je suis complètement d'accord sur le fait que Antonelli c'est un crack, etc. Mais face à Verstappen quoi. Enfin, bon, mettez Steven Hayden à la place. Et Steven Hayden, on va en parler. On va pas tarder à en parler. Euh, Après, on n'est pas à l'abri d'une énorme boost de Kimi et Max le remplace. Oui, j'y crois pas trop, honnêtement. J'y crois pas trop. Vraiment, je pense pas que ça soit ce genre de pilote-là, Antonelli. Il a pas l'air d'être dans ce genre de pilote qui craque sous la pression, qui est un peu fragile dans les moments décisifs, quoi, dans les moments qui comptent. Euh, on passe quand même peut-être au sérieux, enfin au vif du sujet. De base, c'est la preview du week-end. Petite tension, le projet plus jeune champion du monde qui n'a pas réussi face au nouveau projet plus jeune champion du monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Verstappen n'a pas réussi ça. Antonelli, il aurait le temps. Hein. S'il arrive direct dans un top team, si Mercedes joue vraiment le titre dès 2000, l'année prochaine et en 2026, s'ils ont vraiment un nouveau moteur, c'est vrai qu'il y a pas mal d'arguments. Hein. Il y a pas mal d'arguments qui peuvent pencher en la faveur d'Antonelli, mais bon, hein, un titre de champion du monde, déjà, il faut arriver en F1, déjà, il faut gagner des grands prix, et voilà, il y a encore beaucoup d'étapes à faire pour Antonelli, mais je pense qu'il en sera capable, je sais pas, le plus jeune champion du monde, mais tu parles du sérieux, mais tu montres le classement de F1 Academy, petite erreur. Vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens. Écoutez, voilà, on n'est même pas à mi-saison. C'est l'un des très rares championnats qui te dit qu'il est sûr que Kimi va performer, car il a l'air très posé. Oui, non, mais de toute façon, Anthony, il impressionne tout le monde. Hein, enfin, euh, la F1 Academy, c'est bien ou pas? J'ai suivi le week-end d'Arabie Saoudite. Alors, le week-end d'Arabie Saoudite, je sais pas si c'était le meilleur week-end pour suivre. Alors, certes, pour Dorian Pin, c'était assez positif. Mais ça avait été quand même un week-end assez clownesque. Je me rappelle de certaines actions, dont une notamment impliquant l'autre française Lola Lovinfos. J'ai bien aimé le week-end de Barcelone, même si ça a été le pire paradoxalement pour notre française. Mais ça a été intéressant, il y a des passes d'armes assez sympas, etc. On est tous derrière Lola, Lovinfos. Ouais, pas trop. Euh, de ce que j'ai vu sur l'interview Feeder Series, Lisa Billard considère pas la F1 Academy dans l'idéal, c'est bien ça. A priori, ouais. De base, le plan, on va en reparler hein, de Lisa Billard. Lisa Billard, le plan, c'est plutôt la F4 française. Et d'ailleurs, normalement, la F1 Academy n'est ouverte qu'aux pilotes à partir de 16 ans, alors que les autres championnats de F4, c'est ouvert à partir de 15 ans. Ne me demandez pas pourquoi, pour moi, c'est complètement débile. T'as des infos sur ces tests à Lisa? Lisa, on en parlera quand on parlera de la F4 France. Mais il y a eu des tests ce jeudi à Manicourt et les résultats étaient publics sur le live timing du GT World Challenge. Et, et voilà. Voilà, on va y revenir. On va y revenir à la F4 France, vous en faites pas. Dorian, faut absolument que Dorian performe ce week-end. Ouais. Écoutez, un petit point, il y a quelqu'un qui a publié une image des résultats des essais sur le Discord. Un classement combiné puisqu'il y a eu 5 séances. Hein. Il y a eu 5 séances. Attendez. Results of the last... Oui, mais c'était la dernière séance, mais il y avait 5 séances. Oui, d'accord, ok. Euh, Écoutez, la F1 Academy, alors championnat semi-amateur, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est quand même un championnat qui a beaucoup d'avantages, notamment celui de la médiatisation. On n'aurait quasiment pas entendu parler d'Abby Pooling, Dorian Pain et Claude Chambers dans d'autres championnats. C'est probablement un championnat qui est plus médiatisé que ne serait-ce la Formule 3. Je vais pas dire la Formule 2, je pense pas quand même, mais voilà, c'est un championnat qui a une visibilité complètement folle pour des pilotes de F4. Juste après, on va passer à la F4 française. Honnêtement, c'est pas le championnat le plus médiatisé. Heureusement, vu que j'ai un melon surdimensionné, heureusement qu'il y a des gars comme moi pour parler de la F4 française.
pour essayer d'en parler, etc. Euh, mais voilà, sinon ça reste assez confidentiel. C'est bien sûr regardé par certaines personnes importantes qui prennent des décisions tout en haut de la F1, etc. Mais quand même, la F1 Academy c'est beaucoup plus suivi, c'est beaucoup plus regardé. Il y a une vraie communauté, etc. C'est quand même voilà. Après, évidemment, ça reste un championnat de F4. Ça reste un championnat de F4 avec des pilotes qui n'ont aucun avenir. C'est un peu violent dit comme ça. Des pilotes qui n'ont aucun avenir en sport automobile, qui sont toujours, qui écument les fonds de grille depuis des années. Je pense que ce soit limité à 16 ans, c'est aussi pour que les filles qui ont le niveau et les financements pour dire se battre dans les top F4 puissent les privilégier peut-être. C'est toujours un meilleur moyen de comparaison a priori, pourquoi pas. Pouling pourrait faire le step en F3. On rappelle, Abby Pouling, elle est aussi engagée en British F4, donc en F4 britannique. Elle est actuellement 6ème. Voilà. Une personne, n'importe quel pilote qui est 6ème de F4 britannique, on lui dit tout juste, ok, allez, tu peux aller en GB3, mais on lui fera jamais passer, ou alors à moins d'être de façon complètement inconsidérée, de façon absolument déraisonnée pour sa carrière, on pourrait la faire passer en F3, évidemment. De toute façon, avec l'argent, ça peut t'amener partout en formule de promotion, mais le step en F3, non, ou en tout cas pas direct. La GB3, ouais. Si elle remporte vraiment la F1 Academy, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si elle remporte la F1 Academy, qu'elle continue à faire des bonnes perfs en British F4, même si c'est très fluctuant en British F4, j'ai mis le classement de la F4 britannique un peu plus tard, c'est pas si incroyable non plus. Hein. C'est pas si incroyable non plus à Pouling, alors qu'elle est chez Rodin, qui est l'un des top teams en British F4. Donc si c'est qu'à partir de 16 ans, la F1 Academy se prive des potentiels cracks. Honnêtement, on va pas parler des potentiels cracks. Pour l'instant, en tout cas, il y en a pas. Il n'y a pas une seule pilote qui roule dans un autre championnat de F4 qu'on peut étiqueter comme potentiel crack. Alors, c'est peut-être, il y a des pilotes qui ont eu de très bons résultats en karting, des pilotes qui ont remporté des sélections, etc. Lisa Billard fait d'ailleurs partie du jeu très facilement des meilleures pilotes féminines. On ne peut pas encore la considérer à l'heure actuelle comme une crack. Elle n'a pour l'instant pas montré en monoplace, voilà. Enfin, il lui reste. Pour l'instant, il n'y a pas de pilote féminine qu'on peut être mis en crack, qu'on peut placer dans une catégorie de crack. Dans le futur, peut-être. Oui, après, vous savez, hein, les règles, ça se plie, ça se déplie, ça se tord, voilà. Enfin, voilà, hein, tout comme pour maintenant, en F1, on a le droit de faire rouler dans des circonstances exceptionnelles à la discrétion de la FIA des pilotes de 17 ans. Alicia Palmowski, très solide, même si c'est que du GB4, c'est pas faux. Elle a quel âge d'ailleurs, Alicia Palmowski? J'en parle très peu, puisque le GB4, c'est un championnat que je suis absolument pas. Elle a quel âge? Mais elle fait des très très beaux résultats. 18? Ok. Ouais, 18, ok. Voilà, attendez. Elle a une tête de vieille. Oh, ok. Ça taille sur le physique des pilotes. Luna Floucha en karting, elle vaut quoi? C'est pas mal. C'est pas mal. Encore une fois, je pense pas qu'on soit sur des temps de passage de crack, mais pas mal. Elle est actuellement en catégorie OKN. C'est un peu la catégorie low cost de l'OKA. Et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal ce qu'elle fait. Elle mène d'ailleurs le championnat devant deux Français, je crois. Hugo Hérouin qui est deuxième et qui est un très bon pilote de karting français. Voilà, mais en fait, face au tout meilleur pilote en catégorie OKA, qui est la catégorie, bah voilà, avec le plus de budget, etc. Elle a pas, ou en senior, etc. Elle a pas réussi à se distinguer. Bon, honnêtement, il y a des très bons résultats, il y a des victoires, etc. Pourquoi en low cost elle est méga riche? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais alors, s'il y a des spécialistes de karting qui veulent me reprendre, reprenez-moi. Mais voilà, pour moi, la catégorie OKN, c'est une catégorie qui a été créée pour un peu essayer de rendre l'OKA plus accessible. Voilà, il y a un peu même matériel pour tout le monde, tirage au sort, ce genre de choses. Sarah Matsui, oui, la pilote de Williams, je crois qu'elle roule encore au Japon, très principalement. Je crois qu'elle roule encore au Japon, donc j'avoue que je suis assez fou de formule de promotion, mais j'en suis pas encore à regarder les championnats japonais de karting. Hein. J'avoue, j'ai pêché.
Elle fait des piges en Europe. Ouais, bah attendez. Je regarde le classement de la Champions of the Future Academy. Standings. Follow the Evolution. Follow the Evolution. Ouais, je trouve rien. Elle a fait des courses en Europe. Oui, mais elle a pas fait de saison complète, ce que je veux dire. Comment on trouve ça? Alors. Va sur Cartcom. Oui, je sais. Je vais sur Cartcom. Cartcom. En OKN. Donc c'est bien ça. Alors Luna Floucha écrase le championnat devant Philippe Armand-Carras et Hugo Hérouin. Ok. Est-ce qu'il y a Sarah Matsui dans ce championnat? Non. Mais il y a vraiment pas mal de pilotes féminines qui éclosent de plus en plus qu'il y a quelques années. Belle blague les Carras. Ah écoute, ils sont riches. Hein. Ils sont riches. Ouais, ah oui, ok, elle a fait quelques. Donc, elle a fait quand même quelques Champions of the Future. Ok. Bon. Et c'est souvent en OKN Junior. Bon. Honnêtement, ouais, il y a un podium là quand même. Mais bon. C'est qui les Caras? C'est deux frères franco-grecs qui ont fait leur début en F4 tchèque. Philippe Armand Caras a, je crois, même décroché son premier podium. Quand ça vient en jet privé en karting, ouais, tu m'avais raconté. Bah écoute. Oui, bah écoute, on est riche, hein. Faut se faire plaisir, hein. Déjà, je me suis mis à la Fréca, à la F4 France cette année, mais la F4 où je connais personne, j'ai un peu de mal encore. Mais pas de souci, pas de souci. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Si tout le monde suivait toutes les F4, moi je serais au chômage, hein. Donc bon, on va en revenir à la F1 Academy. F1 Academy, Abby Pouling très largement tête du championnat, 66 points d'avance. Elle a toujours été dans le top 2. Elle a gagné 4 courses sur 6. On a ensuite Dorian Pain, deuxième place à 81 points, ex aequo avec Chloé Chambers. C'est la piquette pour notre Dorian national. Quatrième Marty, on a ensuite Bustamante, Amdal Koubessi et Maya Veug seulement septième, alors qu'on rappelle qu'elle était 14e de Freca l'an passé. Non, pas 14e, 17e, je crois. Jessica Edgar, Tina Haussmann, Amnal Koubaïsi, Lia Bloch, Emily De Heus, Carrie Schreiner, la deuxième française Lola Lovinfos est 14e. Aurélia Nobles complète le top 15 et ensuite on a des pilotes wildcard, des pilotes qui ne font qu'une seule manche. D'ailleurs les Al Koubaïsi à part la F1 Academy ça fait rien. Bon, ça fait rien. Ouais, t'es bien renseigné. À un moment ça faisait les courses parfois ça fait les courses aux Émirats Arabes Unis pendant l'hiver, mais d'ailleurs je pense pas qu'elles vont rester une année supplémentaire encore. Mais il faut ouvrir le dossier. Il faut ouvrir le dossier car Dorian Pain actuellement est à 81 points. Le week-end dernier à Barcelone, il n'y a eu aucun podium. De toute façon, F1 Academy c'est 2 ans max. Oui, oui. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il va y avoir un sacré turnover normalement l'an prochain. Mais bon, donc il y a cette règle qui existe de la F1 Academy. Tu peux y rester que 2 ans max, c'est très bien. Mais il faut l'appliquer cette règle puisqu'on se rappelle aussi de la règle en W Series comme quoi la championne ne pouvait pas redoubler. Au final, Jamie Chadwick a été triple championne. Donc on attend un peu. Oui, il y a Nina Gatman, oui, qui roule en F4 britannique, qui est en wildcard ce week-end à Zandvoort. Voilà, pour Dorian Pain, elle est un peu dos au mur, elle est à 66 points derrière. On rappelle que après Miami, bah après Barcelone surtout, il est bête. Il est bête. Ça, je reconnais quelqu'un qui a pas mis à jour son PowerPoint. Super. Triple championne d'une catégorie, on peut pas redoubler. T'as vu le niveau quand même, hein. Le souci pour Dorian Pain, c'est que Zandvoort, c'est une piste qu'elle va découvrir. Alors, pas découvrir totalement, elle a bien sûr fait des tests sur cette piste, mais si je ne dis pas de bêtises, elle n'a jamais roulé en compétition, encore moins avec une monoplace sur ce circuit. Au contraire d'énormément de pilotes de F1 Academy, qui ont notamment roulé en F4 britannique. Et oui, en F4 britannique, alors attendez, je passe un peu dans le futur. En F4 britannique, il y a déjà eu un week-end à Zandvoort où on a eu Abby Pouling, qui a d'ailleurs fait un podium lors d'une course à grille inversée. On a Nina Gadman, on a Aurélia Nobles, on a Carrie Schreiner, on a Jessica Edgar, on a, je crois peut-être encore une autre pilote qui est encore un peu plus bas dans le classement, mais on a donc beaucoup de monde. Donc Dorian Pain va avoir ce petit désavantage-là, honnêtement. Et on avait vu qu'à Miami, c'était un désavantage qui avait été assez criant. Aussi,
il y a un problème chez Prema. On est obligé de le dire. Certes, Dorian Pain, alors le point positif pour Dorian, c'est qu'elle domine extrêmement largement. Elle domine extrêmement. Oui, elle a Lloyd, mais elle fait pas la F1 Academy. Oui, 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 certes. Euh, Prema, alors Maya Veug est quand même censée être la référence de ce championnat en ayant fait 17ème de Freca avec une KIC, qui est l'une des pires équipes en Freca. Il y a aussi eu de multiples entrées dans les points en F4 italienne à l'époque. C'est quand même une référence. Maya Veug est 7ème au championnat et Dorian Pain la domine très largement tous les week-ends. Donc, on peut pas non plus complètement tomber sur Dorian Pain en mode ah bah c'est décevant, etc. Non, il y a forcément d'autres choses supplémentaires. L'équipe a, et c'est assez rare que ça arrive pour Prema, mais cette année ça arrive à la fois en F2, à la fois en F1 Academy. Prema est en difficulté. Donc, quel est le souci, puisque en F4 italienne, ça marche bien, même si Freddy Slater est le seul pilote en tête en F4 italienne et que ses autres coéquipiers ont un peu plus de mal. Il y a un problème chez Prema. On rappelle, c'est des voitures de F4 un petit peu modifiées, mais ça reste les mêmes voitures, ça reste les mêmes châssis. Donc voilà, il y a un problème, il faut essayer de le régler assez rapidement. De toute façon, je pense qu'on sera fixé dès les essais libres pour voir si le problème est fixé, car ce problème n'existait pas à Jeddah. Dorian Pain avait très largement dominé le week-end de Jeddah, on s'en rappelle. Elle doit se concentrer, je pense, sur la Freca, nous dit FCB Noah 7, et Julien qui répond, le truc c'est qu'en gagnant, tu t'assures un bon baquet en Freca F3, même si les Ironman sont déjà un peu des prémas. Oui, en fait, au final, si Dorian Pain fait top 3 en F1 Academy, certes, elle a sa place assurée en Freca, mais bah... enfin, elle est déjà en Freca à côté, donc... Préma en Freca, c'est trop fort et ça n'empêche pas Dorian de jouer au fond et d'à peine battre Martha. Oui, alors après, on peut sortir l'excuse comme quoi Dorian Pain a été blessée, elle a une fracture de côte, etc. Elle s'est remise, mais et sur le dernier week-end, peut-être l'un des premiers week-ends où elle a été à 100%, il y a eu du mieux. C'était pas parfait, loin de là, mais il y a eu du mieux en essai, en qualif, en course, etc. Il y a eu du mieux, donc voilà. Alors c'est vrai qu'évidemment on s'attendait à beaucoup plus, notamment après ce qu'on avait vu cet hiver en F4 Emirati, où on rappelle qu'elle avait accroché une victoire face au tout meilleur pilote de F4. Je pense que ça va être le recrutement des meilleures personnes de chez Prema pour alimenter le projet IndyCar. Ça fait sens. Ça fait sens maintenant. Après, normalement, chez Prema, Dorian Paul, elle est bien soutenue en interne. Hein. Elle est soutenue par Deborah Mayer qui n'est autre que la PDG, la propriétaire de Prema. Donc normalement, ça devrait aider. Alors attendez, peut-être que Deborah Mayer a changé de poste un peu, mais bon, en tout cas, elle garde un lien très fort avec Prema. Mais je pense que Deborah Mayer a changé de poste. Elle est peut-être maintenant plus proche de la FIA, je crois. Je dis peut-être, voilà. Dorian en IndyCar, ça peut être une trajectoire de carrière. Oui, oui, mais elle va pas passer de F4. Donc, je vous rappelle, la F1 Academy, c'est une F4. Elle va pas passer de F4 à IndyCar. Ça serait assez drôle, mais le truc, c'est que Dorian bégaye en anglais, on le voit dans les paires de Prema. Honnêtement, il y a des pilotes français, c'est pire. Hein. Il y a des pilotes français, c'est largement pire. Je trouve pas ça choquant. Je trouve pas ça choquant. Dorian, il lui faut une saison 2025 avec de la Fremec et de la Freca, elle va bien progresser, je suis sûr. Ah oui, de toute façon, il y avait l'espoir qu'elle puisse faire de la F3 dès l'an prochain. Honnêtement, cet espoir, il est mort et enterré. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est... t'as des Slater, Berman, Antonelli, Camara, mais tu vas mettre tes ingénieurs en Indy sur Sargent, Schwartzman. C'est vrai que ça pique un peu, là, dit comme ça. Ça pique un peu. Donc oui, je pense qu'il va falloir la préparer. On rappelle, c'est sa première saison en monoplace, donc il faut rester quand même chill. Hein. Mais il y a des choses très positives. L'hiver aux Émirats Arabes Unis, le fait qu'elle éclate Maya Veug, très bien. Mais voilà, on veut plus de victoires. On veut plus de victoires et on veut un peu ce qu'on avait vu à Jeddah, tout simplement. Y aura-t-il de la place pour la Fremec chez les Mumbai Falcons? Il y a de la place si Prema veut. Oui, oui, je pense que ça c'est pas un souci. Il faut voir qui Prema met en Freca aussi.
dans l'équipe première, si je peux appeler ça comme ça. J'aurais aimé la voir en F4 italienne, même si à son âge c'était peut-être pas envisagé. Ouais, non, a priori c'était jamais envisagé, puisque le but c'était de faire cette première saison en F1 Academy parce que c'est médiatisé, parce que directement, voilà, t'es dans le grand bain. Et la F4 italienne, bah en fait au final enfin, alors certes c'est la F4 la plus relevée, etc. Mais sur une grande échelle pour un grand public, personne ne connaît la F4 italienne en fait. Personne ne regarde la F4 italienne. Donc voilà, la F1 Academy, ça a un pouvoir. Et enfin, de toute façon, le nombre de followers de Dorian Pain a décuplé, voire même a peut-être centuplé depuis son arrivée en F1 Academy. Voilà, c'est extrêmement... c'est un championnat pour lequel je peux comprendre que les pilotes féminines soient un peu obligées de passer, malheureusement. Ça reste de la F4, c'est trop niche, pas diffusé grande échelle. C'est dommage, c'est dommage. Mais moi, vous savez, dans comment dire, moi j'adorerais que, genre, si tous les trucs de Formule 2 s'étaient diffusés autant que par exemple la Ligue 2 en foot, ou enfin ça serait quand même énorme si tous les trucs de sport auto étaient diffusés, genre c'était vraiment vu comme des 4e, 5e divisions, etc. Franchement ce serait sympa, mais bon. C'est sûr qu'en arrivant au taf, personne va te parler d'un dive de Gustav Johnson. Certes. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Le truc qui me dit que c'est Tina Osman aussi. Tina, je t'aime beaucoup, mais s'il te plaît, au lieu de faire ton influenceuse, concentre-toi sur les perfs. Alors, c'est le souci aussi avec pas mal de pilotes, mais je pense que c'est aussi le problème de la F1 Academy. Après, en foot, on parle pas de National 2 non plus. Certes, mais bah, on en parle un peu à une échelle locale, en fait. On en parle un peu, si on peut en parler un peu. Mes rêves dans la vie, avoir une sélection qui propose à la télé, la Freca, les F4, voir des championnats de karting au cas et du tennis de table à la télé. Alors moi je suis chaud pour tout commenter, le tennis de table peut-être pas, mais je suis chaud pour tout commenter. Hein. Oui, les fans de Bordeaux, par exemple, les fans de Bordeaux, ils regardent la National 2. Hein. Ah, vous êtes horrible, vous êtes horrible. Après voilà, pour en revenir voilà, sur le commentaire sur Tina Osman, je pense que c'est un peu le problème de la F1 Academy. C'est surmédiatisé, c'est pour des pilotes très jeunes, donc évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de... les équipes, les académies de F1, les sponsors disent aux pilotes de surfer sur la vague, puisqu'il y a de la thune à se faire évidemment. Et donc, on a le droit à des pilotes parfois mineurs qui se concentrent plus sur Instagram ou TikTok que les performances en piste. Et c'est dommage. C'est dommage, c'est le revers de la médaille et il faut que les pilotes soient assez fortes pour essayer de dire non, pour essayer, mais en fait voilà, on peut pas avoir tous les effets positifs, c'est-à-dire la visibilité médiatique, etc. Quand voilà, c'est plus, t'es obligé d'avoir les désavantages, les inconvénients avec. La F1 Academy est une catégorie surcotée à mon opinion. Ça dépend ce que tu veux regarder. C'est sûr que c'est pas la F4 la plus relevée. C'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, Emmanuel Moine des Pistonnets commente en national. Oui, bah il commente même la Ligue 1. Il commente même la Ligue 1 chez DAZN maintenant. Avec Hamza Ramani des Pistonnets. Donc, ouais. Les monoplaces des F1 Academy, c'est des F4. Les monoplaces de F1 Academy, c'est des F4. C'est les mêmes châssis que en F4 italienne, en F4 espagnole, etc. Donc c'est pas, enfin c'est surcoté parce que il y a des gens qui pensent que il faudrait que ça soit que la F1 Academy, c'est forcément l'antichambre, c'est l'antichambre de la F1 et que du coup toutes les pilotes qui sont en tête méritent de passer en F1. Bah non, non, c'est un championnat de F4. Heureusement qu'on n'a pas DAZN en F1. Attends. Critique pas DAZN trop tôt. On sait voilà, voilà, on sait jamais ce que peut nous réserver l'avenir, donc voilà. On ne sait jamais. Écoutez, voilà, bon, donc pour Dorian Pain, on espère surtout voilà un retour aux performances de Jeddah très rapidement dès ce week-end à Zandvoort. Même si voilà, piste qu'elle connaît pas quand la quasi-entièreté de ses rivales connaît cette piste en fait. Moi, ce qui m'intéresse, en dehors de Dorian Pain, bien évidemment, c'est Chloé Chambers, puisque c'est un peu la pilote qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Alors, je pense que sur un live de preview, j'avais dû dire que c'était un peu le facteur X du championnat. On savait pas trop ce que ça pouvait donner.
il pouvait y avoir un potentiel, il y avait eu des résultats parfois intéressants en monoplace avant, mais elle avait pas roulé sur la saison entière 2023, elle avait juste fait la formule régionale Océanie en Nouvelle-Zélande en février, en février pendant l'hiver. Voilà. Chloé Chambers, qui est actuellement troisième au championnat, c'est la première victoire est arrivée à Barcelone. La PNJ du championnat, mais attends, bah peut-être pas si PNJ que ça du coup, hein, vu qu'elle fait P3 au championnat, vu qu'elle a gagné, on peut plus la classer de PNJ maintenant. Hein. Et voilà, c'est la seule, avec Dorian Pain, voilà, c'est la seule nouvelle tête qui s'impose vraiment. Elle n'était pas en F1 Academy l'an passé, donc je sais plus qui me disait que ce serait bien que Lisa Billard professionnalise un peu son compte Insta, parce que si en 2025 elle réussit plutôt bien et gagne un peu de popularité, son compte perso d'une fille de 15 ans, ça pourrait en rendre un peu pas ouf. Oui, oui, je comprends. Oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être un peu plus le professionnaliser. C'est vrai que oui, oui, je peux comprendre. Je comprends cette remarque. Après, voilà, elle fait ce qu'elle veut de ses réseaux sociaux, j'ai envie de dire. Maintenant, je pense que ça pose pas, oui, c'est vrai que ça pose pas problème quand t'es encore en F4 France. Hein. Il y a beaucoup de pilotes qui sont encore dans des profils sur les réseaux sociaux qui sont pas pros. Euh, Elle a déjà commencé à publier en anglais. Ouais, je pense que c'est en train d'évoluer. Hein, c'est en train d'évoluer. De toute façon, avec l'arrivée en monoplace, ça va forcément évoluer. Je préfère qu'elle reste en dehors des réseaux pour éviter de se faire insulter si elle s'accroche avec un Argentin. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, c'est vrai que si un jour il y a une arrivée en F1 Academy, va falloir déjà que ce soit plus elle qui s'occupe de la communication. Va falloir vraiment une équipe solide. Va falloir des coachs mentaux, etc. Puisque voilà, la F1 Academy, purée, les pilotes se font prendre des critiques parfois justifiées, mais faut avoir les épaules solides pour tenir. Hein. Faut avoir les solides pour tenir. Bon, écoutez, Chloé Chambers, voilà. Oui, j'ai voulu remarquer aussi ça. Vous vous rappelez peut-être du test en Formule 2 de Sophia Flörsch. Lors de cette même journée, il y avait aussi un test en F3, c'était pour Chloé Chambers. Et si, alors peut-être, est-ce qu'on pourra avoir une surprise de dernière minute? Honnêtement, j'ai du mal à voir ça arriver, mais écoutez, pourquoi pas? Moi, je suis preneur, hein, une nouvelle tête. Il devrait faire des posts, j'étais à la rue à l'époque. On passe le coucou à Bianca Bustamante, la fameuse SDF devant l'éternel. Rien à voir, tu as déjà parlé de Théo Pourchaire. Ah bah oui, j'ai parlé de Théo Pourchaire en début du live. Oui, j'en ai parlé en début du live. Il y aura la rediff qui arrivera dans la soirée, t'en fais pas. Donc écoutez, voilà, Pain et Chambers, c'est les deux pilotes à surveiller. J'espère juste que, bah voilà, ce sera pas Abby Pooling qui va s'envoler avec le type, puisque malheureusement Abby Pooling, c'est du vu et revu. Enfin, Abby Pooling, on en entend parler depuis 2021, quoi. C'est voilà, c'est pas rafraîchissant. Et voilà, à côté, elle fait 6ème de F4 britannique. Il reste combien de week-ends? Il en reste 4. Donc en soi, tout est possible. Hein. Tout est possible. Même Lola Jovinfos peut encore gagner le championnat. On n'a pas fait la moitié de la saison. Vous voyez d'ailleurs ce calendrier complètement catastrophique. À présent de vente, on a Singapour et surtout, il faudra attendre fin novembre et Losail et Yas Marina comme pour la F2. C'est une catastrophe le calendrier. C'est une catastrophe. Bah, Abby Pooling, elle a commencé la F4 en 2020, je crois. Tu veux parler de la livrée de Lola qui est sûrement la pire de l'histoire? En vrai, c'est rigolo, c'est un sponsor, ça fait parler sur les réseaux sociaux, au final, l'objectif est atteint. Ah bah j'imagine que oui, les pilotes qui doivent partir après 2 saisons, elles vont perdre leur soutien d'écurie. Après, Lena Buller, elle a toujours son soutien de Sauber, hein, donc bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais bon. Écoutez, on passe à la F4 française. Vous savez que c'est un championnat qui me tient à cœur car on a une bataille pour le titre complètement folle entre 3 pilotes qui ne cessent de m'impressionner chaque week-end. Chaque week-end, ils sont là. Chaque week-end, ça gagne des courses, ça fait des podiums, ça fait des pôles. Voilà, donc j'ai hâte de voir round 5 à Manicourt sur le circuit de Nevers. Manicourt qui a accueilli 18 fois la Formule 1.
On a vraiment ce trio qui s'est envolé en tête du championnat avec Yannis Stevenedens, le pilote belge de 18 ans, qui est en tête avec 168 points, avec notamment les 2 dernières victoires au Nürburgring. 9 points devant Jules Caranta, notre Français qui a tout juste fêté ses 16 ans, et Taito Kato, le Japonais de 16 ans, le protégé de Honda, qui est à 10 points derrière Stevenedens, donc 1 point derrière Jules Caranta. A priori, vraiment, voilà, le titre va se jouer entre ces trois-là, et j'ai envie de dire, qu'importe le résultat, moi j'aime bien les 3 pilotes, donc je serai heureux à la fin. Évidemment, préférence pour Jules Caranta, évidemment. 4e, Chester Kiefer qui a un peu décroché sur le week-end au Nürburgring, à voir sa réaction. 5e, Ryan Caretti. 6e, Franck Porter-Ruiz, l'une des révélations du championnat. 7e, Augustin Bernier. 8e, Roussel O'Grady, Leonardo Mena, Jason Lung, Dylan Estre, le petit frère de Kevin Estre, Enzo Calderas, Gabriel Doyle Parfait, Arthur Dorisson, Karel Schulz, Montego Masson, Munoz Borgna, qui sont les 19 pilotes à avoir marqué des points. Et donc on note en bas du classement Lisa Billard qui va pouvoir faire ses débuts en tant que pilote invité inéligible pour marquer des points. Donc, dans le cas assez improbable où elle entre directement dans le top 10 dès sa première course, elle ne marquera pas de points, donc ça sera le 11e qui marquera le point de la 10e place. Kiefer, j'y croyais, mais le dernier week-end a fait éliminer, je pense. En vrai, c'est pas impossible mathématiquement, mais il faudrait vraiment que les 3, que Stevenedens, Caranta, Kato, ils aient au moins un week-end sans, ce qui peut arriver, hein, et que Kiefer fasse un sans faute. Il a grillé son joker. Donc à voir. Weissenberger, toujours impossible de donner des news. Bah non, toujours impossible. Je sais pas s'il y aura une annonce un jour. Je pense pas qu'il y aura une annonce un jour. Ou en tout cas, on va peut-être attendre. Non. Donc pilote invité, je connaissais pas. Ça sert à quoi exactement? Bah en fait, Lisa Billard, elle a 14 ans encore. Donc officiellement, alors elle a une dérogation de la part de la FIA pour rouler, mais pas pour pas pour inscrire des points, etc. C'est juste vraiment de l'apprentissage, et c'est aussi pour pas trop bouleverser le championnat. C'est un truc qui se fait en fréca aussi. Quand il y a des pilotes qui arrivent dans les 3 dernières manches de la saison, tu ne marques pas de points. Donc par exemple, si par exemple Adrien David il revenait en fréca pour les 3 dernières manches, il ne pourrait pas marquer de points, il ne pourrait pas bousculer l'ordre du championnat. Paco Misla Kuldus à Punta Cana. Bah ouais, écoute, voilà, hein, Isla Kuldus, voilà. Steven Haydens est actuellement le leader du championnat. Le pilote belge de 18 ans a frappé fort au Nürburgring avec une très belle double victoire. La première sous la pluie, la deuxième sur le sec. La première d'ailleurs sous la pluie avec un aileron avant cassé. Ça, t'as parlé Serge, j'ai parlé de tchécoslovaque, hein, comme d'habitude, ou serbo-croate. Yannis Stevenedens qui en plus va retrouver l'avantage de rouler sur des circuits qu'il connaît. Manicourt, le Castellet, bah, il a déjà roulé l'an passé, donc ça va faire un avantage en plus. En course, il est toujours aussi impressionnant. Il y a une qualif sur 2 qu'il rate un peu, et du coup ça le force à faire des remontées, etc. Moi surtout, ce qui me fait un peu peur, c'est les essais libres du jeudi, de aujourd'hui. Il a été un monstre, mais vraiment un monstre quoi. Il a mis une pilule pas possible à tous les autres pilotes ce jeudi là, aujourd'hui à Manicourt. C'était certes des essais privés, des essais collectifs, etc. C'était pas les essais libres officiels, etc. Mais vraiment, il était souvent une demi-seconde plus rapide que tout le monde. Donc ça me fait un peu peur, j'avoue. Ça me fait un peu peur pour le suspense au championnat, car moi mon espoir c'est qu'on ait vraiment une bataille jusqu'au bout pour le titre. Là, Steven Haydens, il a l'air d'être sur un nuage. Aujourd'hui, on verra bien, la réalité d'aujourd'hui est pas forcément celle de demain, etc. Vu son week-end de Nogaro, je m'attendais à ce qu'il arrache tout le monde. Bah moi aussi. Au final, ça a été plus compliqué que prévu, mais on voit quand même que tous les week-ends, il est là. Évidemment, Nitram, je sais que là, c'est la fête. Là, il doit être tout nu hein, devant son ordi ou son téléphone. Évidemment, je le sais.
Mais voilà, il faut le dire qu'on a un pilote belge qui perf aussi bien, qui impressionne autant. Je sais reconnaître un mec qui a mangé un coup de pression du Royal Automobile Club of Belgium quand j'en vois un. Bah, en vrai, honnêtement, sur les trois pilotes en lutte pour le titre, donc Steven Haydens, Caranta et Kato, c'est probablement Steven Haydens qui a le plus besoin du titre. Yannis Steven Haydens, il est soutenu, il doit tout à la fédération belge, donc au Royal Automobile Club of Belgium. Non, Cordine m'a jamais impressionné, désolé pour ceux que ça surprend. Euh, le Royal, bon, le RACB soutient aussi les autres pilotes belges. Les autres pilotes belges qui sont actuellement en karting, c'est-à-dire Thibaut Ruymakers et Dries Van Langen, donc, jeune pilote McLaren, qui ont un palmarès long comme le bras en karting sur la scène internationale. On parle a priori de deux potentiels cracks. On est sur des temps de passage de crack. Alors oui, Steven Haydens, il en est à sa deuxième saison de F4. C'est pour ça qu'il a vraiment besoin de gagner. Parce que voilà, s'il gagne, tu peux beaucoup plus justifier le fait que, bah du coup, voilà, j'ai rempli ma mission. Dans ce cas, bah voilà, on monte en Freca et la fédération belge continue à me soutenir, etc. Très bien, ça pas de souci. S'il gagne pas le titre, si c'est Jules Caranta ou Taito Kato qui s'impose, et si voilà, s'il fait deuxième ou troisième, bah le RACB sera forcément plus tenté. Il sera forcément plus tenté de comment dire d'aller soutenir, de tout investir sur Rainmakers et Van Langen donc je pense que voilà, Steven Haydens a cette pression là. Alors Adjar, il avait peiné à faire il avait pas tant peiné que ça à faire troisième. Certes, Isaac Adjar, on rappelle, la première saison de F4, c'était assez particulier. Il était si petit qu'il atteignait même pas les pédales. Il avait 14 ans, donc voilà, c'est pas exactement le même contexte que pour Yannis Steven Haydens qui a déjà 18 ans. Et voilà, Yannis Steven Haydens est actuellement pas sur des temps de passage de crack vu qu'il a déjà 18 ans. C'est dur à dire. Mais voilà, alors que Thibaut Ruymakers, Dries Van Langendonk, à 14 et 13 ans, ils peuvent plus entrer dans ce schéma-là. Après, Driss, RACB ou pas, il s'en tape. Oui, certes, mais oui, certes, mais le RACB soutient Driss Van Langendonk quand même. J'ai accéléré ça que je peux pas, genre physiquement. Bah, non, a priori, c'était plutôt pour la pédale de frein que ça posait souci de ce que je me souviens. Euh, pour Steven Haydens, faut pas que Raymakers explose tout en F4 l'an prochain s'il y va. Ouais, non, bah, ouais. C'est le souci, puisque voilà, Steven Haydens, il dépend vraiment à 100% du RACB. Donc, voilà, c'est pour ça que... Et oui, voilà, exactement, Morgan Trollet a totalement raison. Isaac Adjar, il a fini troisième, mais derrière Ayumu Iwasa et Ren Sato, deux pilotes japonais qui arrivaient avec plein d'expérience. Yanni, il va où en Freca? Je sais pas. Je sais pas, et honnêtement, voilà, pour moi, c'est vraiment celui qui a le plus besoin du titre. Je pense que, enfin, je sais pas. Je pense qu'il est peut-être un peu tôt pour voir sur quelle équipe il pourrait aller. Peut-être de la GB3. En vrai, pourquoi pas de la GB3? Pourquoi pas de la GB3? GB3 d'ailleurs qui a révélé son calendrier de plus en plus international, hein, pour ceux qui me suivent sur Twitter, la F3 britannique, ça devient de plus en plus européen. Voilà, ça commence à être un rival de plus en plus sérieux à la Freca. C'est ce que je dis depuis pas mal de temps maintenant. Donc voilà, et puis avec une voiture beaucoup plus intéressante, beaucoup plus agréable à piloter. Ça sent la mort de la Freca. Je sais pas si c'est la mort de la Freca, mais la Freca va vite devoir se bouger. Car je pense pas que la suprématie de la Freca va durer encore longtemps à ce rythme. Voilà. Après 2025, la Freca c'est très flou. Hein. C'est très flou avec peut-être Alpine qui pourrait partir. Voilà. Rodin se dirige vers du Sharp et j'ai entendu Barrichello. En F3? Ah, ça c'est intéressant, parce que autant Sharp, on l'avait, lors des prédictions de grilles, et d'ailleurs je recommande la chaîne YouTube de rediffusion Percy VOD, où on s'est amusé à prédire les grilles F2, F3 il y a maintenant une semaine. On avait prédit Sharp chez Rodin en F3, ça paraît logique. Par contre, Barrichello, oh purée.
Freca, c'est grosso modo italien, bah de base franco-italien. Enfin, de base, il y a Alpine hein, dedans. Et de base, c'est censé être la Formule Renault. La Formule Renault Eurocup, Feu, qui s'est arrêtée en 2020. Donc normalement, Formule Freca, c'est franco-italien. Mais évidemment, c'est de plus en plus italien. GP3 anglais, Eurocup espagnol, à quand une F3 française? Je pense que déjà, si on arrive à garder la F4 française, c'est déjà une bonne première chose. Hein. C'est déjà bien. J'espère que bah ouais. Bah écoute, hein, il faut bien des pilotes payants. Hein. Il faut bien de tout pour faire un monde. Hein. Bon voilà. Donc Steven Haydens, j'ai extrêmement peur hein, pour ce week-end. Il va faire vraiment potentiellement très 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 mal. La prochaine slide évidemment sur Jules Caranta, le meilleur des passeurs du championnat. Vous avez peut-être vu cette vidéo Twitter que j'avais partagée à l'occasion de ses 16 ans. Voilà, c'est l'un des pilotes les plus impressionnants visuellement. Le pilote le plus jeune en lice vraiment pour le titre. Seule chose que j'aime sur Africa, c'est Chris McCarthy que j'adore. Avec Chris McCarthy, vraiment le sang de la veine, hein, le sang de la veine, hein, très très clairement. Voilà, donc Jules Caranta, je n'ai que des éloges à lui faire, notamment voilà au niveau de ses dépassements, au niveau de ses des remontées en course, etc. Il y a encore des petits détails à régler, on va pas lui tomber dessus puisque ça reste sa première saison, qu'il est l'un des plus jeunes, etc. Mais voilà, c'est d'autant plus intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des points à améliorer et que s'il arrive à améliorer ses points, et il est en train de le faire progressivement, ça peut être vraiment extrêmement solide. D'ailleurs, on l'a vu dans Nürburgring, la performance qu'il a fait sous la pluie où il a éclaté tout le monde, ça franchement, c'était une performance majuscule dont j'espère qu'on ressortira dans plusieurs années. Il a du budget, 40A, ça va. Il est pas pauvre, il est pas riche. Il est pas riche. L'un des indices pour savoir si un pilote est ok ou pas, ok niveau budget, c'est de savoir aussi s'ils ont roulé pendant l'hiver. Et Jules Caranta, il l'a fait, donc c'est plutôt bon signe. Tout comme Enzo Dellini, Théophile Nael, etc. Ces pilotes-là qui ont fait toute la saison aux Émirats Arabes Unis, Sami Mektounif, fut un temps, c'est des pilotes qui ont du budget. Attends, j'ai pas vu la coiffure. J'ai pas vu la coiffure de Jules. Donc voilà, écoutez, voilà, Jules Caranta, alors ça a été un peu timide lors des essais du jeudi, mais bon, je vais pas m'apesantir dessus, c'était des essais privés, d'habitude on n'a même pas les résultats, donc j'ai pas spécialement de conclusion à tirer. Vraiment, celui qui a vraiment été très impressionnant, c'est Steven Haydens. Et voilà, j'espère juste que Jules Caranta va continuer comme il fait. Donc voilà, on espère tout le meilleur pour notre Français et peut-être voilà une progression vers l'Africa l'an prochain. C'est tout ce qu'on peut espérer pour notre Français qui est l'une des révélations de cette saison, en tout cas au niveau F4 très facilement. Mais il y a aussi un autre pilote qui impressionne beaucoup, Taito Kato, évidemment beaucoup plus attendu car voilà pilote Honda, pilote japonais. Mais la chose très positive pour lui, c'est qu'il ne tombe pas dans les errements de Suta Arao, de Yuto Nomura, qui avait été aussi envoyé par Honda en F4 française il y a maintenant 2 ans et qui ne s'était absolument pas acclimaté en fait à l'Europe, à la France, à la communication, etc. Ça avait été vraiment compliqué et du coup cette difficulté à communiquer, ça s'était ressenti en piste après et ça avait été un naufrage absolu pour Suta Arao quand il était arrivé en GB3 l'année d'après. Donc Taito Kato, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. A priori, il s'y fait très bien, la France. Il s'y fait très bien. Certes, son anglais n'est pas encore parfait, mais a priori, voilà, il communique très bien avec ses ingénieurs. Voilà, donc c'est... Voilà, a priori, voilà, ce jeune pilote est destiné à faire de grandes choses. Et voilà, il y a toujours ces rumeurs qui pourraient l'emmener peut-être vers la Formule 3. Vers la Formule 3 directement, je dis bien. Bonjour tout le monde, ici on adore tout ce qui a trait à Takuma Sato, le pro de l'Oval. Bah écoute, voilà, Takuma Sato qui soutient, qui fait un peu office de mentor à Taito Kato. Je tiens à dire qu'il dit bonjour à tous les mécanos en français, mais ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. C'est ce genre de pilote japonais qu'on veut voir, qu'on veut soutenir pour le futur. Premier week-end de moins bien au Nürburgring. Alors il y avait eu un problème mécanique en qualif.
Mais aussi il y a eu des petites erreurs, notamment à la course 1 sous la pluie. Là encore, il n'a pas fait beaucoup de courses sous la pluie, c'est pas gravissime, mais voilà, il y a toujours des petites choses à apprendre. Mais voilà, Steven Edens, 40 Kato, les trois ont vraiment de très 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 solides arguments. J'espère que le championnat se jouera jusqu'au dernier round. Euh, Peut-être en octobre pour un date. Oh, lourd. Bah, c'est tout ce qu'on espère pour toi, Julien, écoute. Mais oui, moi aussi, j'espère, hein. Je serai a priori sur place. Et ouais, enfin voilà, la bataille. Déjà l'an dernier, la bataille pour le titre entre Gilter et Peugeot, ça avait été complètement fou jusqu'au dernier tour. Là, s'il peut y avoir une bataille à 3, imaginez. Donc voilà, écoutez, on va voir ce que ça va donner. À voir aussi pour Feed Racing. Parle pas de ça. Ouais, écoute, Vettel Spin, je pense qu'on peut enfin, en tout cas, moi, j'enterre très facilement la hache de guerre, vu que les deux perfs en fréca maintenant, donc voilà. Est-ce qu'il peut y avoir un outsider de dernière minute? J'ai du mal à croire qu'il y a un outsider qui peut vraiment jouer le titre, mais un outsider peut se révéler vraiment. Un outsider peut se révéler, peut-être aller gratter sa chance en fréca à l'étage au-dessus. Chester Kiefer, on rappelle, il est 4ème au championnat. Il y a vraiment eu les week-ends de Les Deux-Noms et de Spa-Francorchamps où il a vraiment concurrencé les tout meilleurs. J'ai bien demandé ma copine sur le paddock de la F4 italienne. Mais vous êtes encore plus fou que moi, ma parole. Waouh. Ah oui, d'accord, c'est un level au-dessus. Hein. Donc voilà, Chester Kiefer, clairement pas à exclure de l'équation, même si pour le titre, voilà, il a peut-être pris un train de retard, mais voilà, quand tout se met bien en place, il peut être vraiment face au tout meilleur. Ryan Caretti, toujours régulier, mais voilà, il y a encore un petit cran en dessous du top 3, voire même du top 4 quand il y a Chester Kiefer. Franck Porter-Ruiz aussi, l'excellente surprise. C'est toujours un peu irrégulier parfois, parce qu'il y a parfois de la malchance, parfois des petites erreurs, etc. Mais là aussi, il y a des podiums, il y a des victoires. Il y a eu cette première victoire en course à grille inversée attendez, c'était où au Nürburgring. Non, attendez, à Spa-Francorchamps. Ouh là là, faut que je révise, hein. Ah, la victoire, c'était à Lédenon, pardon. Mais il y a eu podium. Ah oui, c'était ça, pardon. Il y a eu double podium au Nürburgring lors des courses principales, lors des courses à grille standard. Donc ça, c'était vraiment très, 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 très intéressant. Euh, Pourquoi il prend pas la licence française, Caretti? Honnêtement, je m'inquiéterais pas trop de ça. Pour moi, déjà parce que Caretti, de base, il a grandi en Thaïlande. Donc en fait, je ne lui en veux absolument pas s'il prend la licence thaïlandaise, vu que il est beaucoup plus thaïlandais que français. Certes, il a des origines françaises, mais voilà. Franck a fait un gros tonneau en test. Ah bah merde. J'espère que ça va aller. J'espère surtout que la voiture, enfin, j'espère qu'il va bien et que surtout la voiture sera réparée pour lui pour qu'il puisse performer ce week-end. Quid aussi de Augustin Bernier et Arthur Dorisson qui ont montré une grosse amélioration au Nürburgring. Ça avait été compliqué. Ça avait été compliqué sur les premiers week-ends. La caisse est réparée, mais il a dit qu'il était ok. Bon, c'est le principal, on va dire. Bernier, je pense qu'il va en surprendre plus d'un ce week-end. Il avait l'air aussi en forme lors des essais aujourd'hui, donc pourquoi pas. On voit il a signé sa première pole position au Nürburgring. Malheureusement, il y a toujours eu des petits trucs lors des courses qui ont fait qu'il n'a pas pu vraiment concrétiser. Il y a eu une 5ème place en course 3, mais je pense que voilà, il visait bien mieux. Bernier qui a un avion de chasse en LMP3 sur iRacing, peut-être un futur vers l'endurance. Je pense qu'il serait pas forcément contre. Hein. Je pense qu'il serait pas forcément contre. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas vu entièrement tout le potentiel d'Augustin Bernier et que parfois on voit ce potentiel comme on l'a vu lors des qualifications au Nürburgring et j'espère qu'on aura l'occasion de voir ce potentiel un peu plus sur les 3 derniers week-ends. Et pour Arthur Dorisson, pour la première fois on a vu un bon week-end où vraiment il a joué les premières positions au final. Il y a eu que une 9ème place à l'arrivée puisqu'il a été pris dans certains contacts, dans certains incidents, etc. Mais voilà, il y a eu vraiment des premiers signes encourageants. Voilà, faut continuer à répondre sur la piste et qui sait pourquoi pas répondre aux attentes très très hautes que la FFSA a sur lui depuis plusieurs années désormais.
Évidemment, on est obligé de parler de Lisa Billard, notre Française de 14 ans qui fait ses grands débuts en monoplace, début anticipé avec la dérogation de la FIA, donc avant ses 15 ans. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu mon interview sur Feeder Series avec elle, voilà, le but. Ouais, alors vous êtes hype, très bien, vous êtes hype, et je sais que le fait d'avoir fait un article dessus, d'avoir apporté de la lumière sur elle, c'est bien pour la visibilité, etc. Mais j'ai pas non plus envie que ça soit qu'on se serve de ça ensuite pour essayer de la descendre en mode ah bah c'est décevant ces performances. Non, le but vraiment là c'est d'apprendre. Va pas chercher d'objectifs de résultats. Allez la voir même si elle a vous voyez Percy. Ah franchement toute l'interview j'étais super fier de moi. J'étais en mode ouais l'interview je la gère de A à Z c'est génial et tout machin. Et à la fin de l'interview elle me dit merci à vous. Oui, de rien, ma petite. Non, mais bon, voilà, ça va arriver de plus en plus. Hein. Maintenant, les pilotes, c'est des 2008, des 2009. Jules Caranta aussi il m'avait vous voyez, Enzo Deligny aussi. Bon, au bout d'un moment, voilà, la barrière, elle est là. Hein. 1er janvier 2008, c'est bon, c'est fini. Hein. C'est fini, hein. Voilà, je suis vieux. Hein. Homme marié, bah pas encore. J'ai encore 2 jours. Hein. Mais bon, voilà, ça devait arriver. Hein. Si elle était anglaise, ce serait Lisa Snooker. Oula, il est temps qu'on arrive près de la fin du live. Hein. Donc voilà, vraiment pas d'attente de résultats à avoir sur les premiers week-ends. Après tu dis ça, mais tu vas te marier plus gosse en préparation. Oui, mais bon, je suis jeune dans ma tête. Donc voilà, pas d'objectif de résultat. Je me dis, voilà, peut-être, est-ce qu'on peut aller chercher un top 20, peut-être un top 15. Pour moi, ça serait déjà un peu fou d'aller chercher ça directement dans un premier week-end. On rappelle, elle suit à peu près le même parcours qu'Arthur Dorisson l'an passé, qui avait fait le dernier week-end de F4 France. Arthur Dorisson avait été globalement en dehors du top 20, il avait même été dernier sur la première course et il avait un peu remonté un petit peu au fil du week-end. Donc vraiment pas d'attente à avoir. Quand on arrive en cours de saison, certes, elle a fait quelques essais collectifs et tout avec tout le monde, mais elle a pas fait les 4 premiers week-ends en fait. Elle a pas fait les 4 premiers week-ends. Il y a peut-être aussi, elle est peut-être pas aussi complètement prête physiquement, même si elle s'entraîne beaucoup au simulateur, à la salle de sport, etc. Il avait le Covid aussi. Oui, il avait le Covid aussi. Il n'avait pas forcément le Covid en Formula Winter Series. Il n'avait pas forcément le Covid lors des 3 premiers week-ends, mais voilà, vous pouvez croire que je m'acharne peut-être, mais là ça commence vraiment à progresser. Donc peut-être que c'est un pilote qui n'est pas arrivé complètement prêt en Formule 4, et maintenant ça commence à se mettre en place. Donc pour Lisa Billard, on va attendre que ça se forme bien, etc. Voilà. Petite théorie pour toi, peut-être que tu adores les Feeder Series pour avoir le sentiment de rester jeune et d'accéder à l'élixir de jouvence. En vrai, c'est un peu ça, hein, je pense. Hein. Je me sens proche des jeunes comme ça. Oui, non, alors en vrai, je suis complètement d'accord. Il a dû se passer un truc en Formula Winter Series, car c'est vrai que, d'ailleurs, je l'avais relevé sur Twitter, son coach avait énormément gueulé sur Insta, sur comment ça s'était passé vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis du championnat. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas savoir, qu'on ne saura peut-être jamais. Mais donc voilà. Je me sens proche des jeunes. Oh, la phrase de politicien de boomer, c'est fini. Je suis complètement finito. Je suis complètement finito. Donc voilà, pas d'attente à avoir. On va voir peut-être la progression au fil des 3 manches et on verra ce que ça donne. Et tout le meilleur à Lisa. Pour moi, je me suis senti vieux quand moi je sais. Raconte. Moi, je me suis senti vieux quand Crawford venait parler sur le Feeder Series et réalisait qu'il était plus jeune que moi. Aïe. Ouais, moi à partir voilà, enfin de toute façon à partir du voilà, il y a un vainqueur de F1 qui est plus jeune que moi avec Oscar Piastri. C'est fini hein. C'est fini hein. Un petit point sur la F4 britannique, très rapidement on s'approche de la fin du live. Degan Fairclough qui pourrait remporter le championnat dès ce week-end, ça paraît quand même assez peu probable. Il faudrait un sacré concours de circonstances, mais pourquoi pas. Il n'y aura pas Abby Pouling qui est actuellement 6ème du championnat, car elle est bien évidemment occupée en F1 Academy. Voilà, d'autres pilotes à surveiller. Léo Robinson, le pilote algérien qui continue de monter en puissance, actuellement 7ème au championnat. Il y a aussi Ella Lloyd, la pilote féminine galloise qui a déjà fait plusieurs podiums. On va espérer qu'elle puisse entrer dans le top 10 assez rapidement.
Fairclough, une chance de F3. Non, non, une chance de GB3, ça oui. Une chance de F3 direct, non. En gros, Genzer le dévalorisait. Comment ça le dévalorisait? Attends, c'était le meilleur pilote qu'ils avaient? Pourquoi il le dévaloriserait? C'est ouf, puisque d'habitude, il le prenait pour de la merde. Mais wesh. En plus, c'est bizarre parce que d'habitude, Genzer, c'est plutôt une équipe familiale, etc. Machin, tout le monde s'y sent bien. Mais, bah, c'est ouf. C'est ouf. Gadman, vu qu'elle va en F1 Academy, elle va pas en British F4. Ouais, non, a priori, elle va pas faire les allers-retours entre Donington et Zandvoort. Pooling fait le round de Zandvoort en F1 Academy, mais elle fera pas la F4 britannique. Ouais, non, non, priorité à la F1 Academy, vu que c'est plus médiatisé et vu qu'en plus, elle joue le titre. Bah, trop bizarre de la part de Genzer. Je comprends surtout pas l'intérêt de faire ça. Ah ouais? Genzer, c'est pas si rose que ça, ce que me dit Esterson. Oh purée, les dossiers que ça sort. Ok. Ok. Parce qu'en tout cas, William Alatalo, quand il en parlait sur Twitter, il était en mode trop cool. C'est l'équipe des pauvres. Moi aussi, je suis pauvre, mais on est là. Ok. Ok, ok. Bon. Eh ben, écoutez, très bien. Il y a aussi l'Euro 4. Alors ça, c'est une liste provisoire, une entry list provisoire. Vous voyez, voilà, le fameux Maximilian Popov qui court avec le drapeau de la Grenade. Pas beaucoup de suspense, je pense, pour l'Euro 4, car Freddy Slater a gagné les 3 courses en F4 italienne. Voilà, il a sorti voilà, triplé en F4 italienne au Mugello. Là, on retourne au Mugello, donc bon. Du mal en fait à me hyper pour la F4 italienne, car il y a vraiment Freddy Slater et les autres. Bon, il y a quand même quelques pilotes qui se distinguent, comme notamment Yu Yamakoshi qui est actuellement deuxième de F4 italienne. Mais bon, pas beaucoup de hype pour l'Euro 4 qui est au final juste de la F4 italienne qui ne porte pas le nom en fait. C'est pas du tout un championnat européen, il n'y a pas du tout d'équipe espagnole, de pilotes français, d'équipe britannique qui arrivent, etc. Bon, voilà, un peu dommage. Voilà, c'est un peu dommage. Un petit point sur la F4 indienne. Je voulais en parler pour EU F3 ou Freka. J'ai entendu les deux. De base, lui, de ce qu'il dit en interview, il voudrait plutôt de la F3. La Freka me paraîtrait plus logique, mais j'ai entendu qu'il voulait pas mal la F3. Donc, à voir ce que ça va donner. Je pense que ça se joue pas mal entre la F3 chez Van Amersfoort et la Freka chez Van Amersfoort ou Air-Race. Voilà. La F4 indienne, donc ça nous donne une entry list assez sympa, parce que voilà, il y a quand même des pilotes intéressants. Il y a Akil Alibai qui avait gagné en British F4 l'an passé. Il y a des pilotes féminines. Il y a Aiva Anna, pardon, je me suis pas entraîné. C'est autant Ismail Kujarek Kodjaev ou Tassana Polin Pouvasak, je peux le faire. Aiva Anagnostiadis, j'ai pas encore l'habitude, donc ça va me prendre un peu de temps. La pilote alpine est là, donc jeune pilote alpine, tout comme Lisa Billard qui est là. On a aussi Alba Urup Larsen, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la dernière gagnante du FIA Girls on Track. C'est le programme qui a notamment révélé Maya Veu, qui a notamment révélé Aurelia Nobles, qui a révélé aussi Dorian Pain, qui n'avait pas été gagnante, qui avait fini deuxième, mais qui avait été la plus rapide sur la piste face à Maya Veug. Alba Urup Larsen est donc la dernière gagnante du FIA Girls on Track. Danoise de 15 ans, qui ne fait pas partie de la Ferrari Driver Academy, mais qui est quand même monitorée par Ferrari. Est-ce qu'il n'y a pas un plan comme quoi le but serait de la placer en F1 Academy avec le soutien de Ferrari l'an prochain, pourquoi pas. En tout cas, voilà. Alba Urup Larsen, j'en ai pas entendu beaucoup parler en karting, pour être honnête, mais elle a gagné la FIA Girls on Track, donc écoutez, on verra ce que ça donne, et on espère pour elle et pour Aiva tout le meilleur. Il y a aussi une troisième autre pilote féminine, mais avec vraiment très très peu d'espoir, Shriya Loya. Alba, je l'ai rencontrée à Cannes, elle est trop gentille, mais elle a trop le business mind alors qu'elle a 15 ans. Ça doit être assez drôle le décalage du coup. Est-ce que tu sais la différence de traitement entre les pilotes de l'Alpine Academy et les pilotes Racer? Pas franchement, honnêtement. Pas franchement, puisque dans l'interview que j'ai fait avec Lisa Billard, justement, Lisa Billard, elle est déjà en train de parler avec des ingénieurs d'Enstone, etc. Ils se font des analyses, des analyses des visios, etc. Machin. Donc il y a un vrai accompagnement sportif.
Je sais pas, je sais pas vraiment. Mais voilà, on parle de tous ces pilotes alors qu'au fond, on sait très bien qui sera le champion, Monsieur Hugh Barter. Alors, il y a peut-être les gens qui suivent les formules de promotion depuis un an, voire même peut-être depuis 2 ans, qui ne savent pas qui est Hugh Barter. Hugh Barter, comment dire, en 2022, chez Feeder Series, sur feederseries.net, on avait sorti un article sur les 6 stars de la F4 qui allaient bientôt être en F1. Et dans cet article, on mettait Andrea Kimi Antonelli, on mettait Raphaël Camara, on mettait Nicolas Tsehoff, on mettait Alex Dunn, et on a aussi mis Hugh Barter, puisque à l'époque, c'est vrai que Hugh Barter, il était vice-champion de F4 française 2021, il était vice-champion de F4 française 2022, vice-champion de F4 espagnole 2022, car oui, il avait assez de budget pour faire F4 française et F4 espagnole en même temps. C'était... Alors évidemment, on pourrait même dire champion de F4 française 2022. Pour ceux qui ne se souviennent pas, il était à la bataille avec Alessandro Giusti, mais Hugh Barter, qui avait outrageusement dominé la première moitié de saison, n'a pas vu ses points compter pour 2 des 7 meetings, sous prétexte qu'il avait roulé déjà sur ses circuits plus tôt en F4 espagnol. Ça, honnêtement, c'est la règle. La règle n'a pas changé, elle n'a pas été inventée pour Hugh Barter, donc, et Hugh Barter connaissait cette règle dès le début de la saison, donc on peut pas tomber sur la F4 française pour ça, ils vont pas modifier les règles pour Hugh Barter. Donc c'est Alessandro Giusti qui avait remporté le titre, mais Hugh Barter avait beaucoup plus de victoires. Et Alessandro Giusti avait même fini par battre Hugh Barter sur la deuxième moitié de saison. On s'égare un peu, mais voilà, Hugh Barter... attendez, j'avais entendu dans un des podcasts des frères Montor qui disait que pour avoir des sponsors, l'idéal c'est d'être une femme avec un peu de talent sport auto. De ce que tu sais, est-ce que c'est une théorie qui s'affirme avec plusieurs cas en F1 Academy? Lisa Bia, les pilotes féminines en Feeder Series. Sur le principe, je suis d'accord. Je me dis, tout le monde voudrait investir dessus, mais pas tellement. En tout cas, j'ai pas tant d'exemples que ça. Ou alors, il y a des pilotes très riches comme Luna Flusha, mais elle, c'est plus la fortune familiale qu'autre chose. Hugh Barter, maintenant, il a 18 ans. Il a 18 ans. Il était passé en Formule 3 directement chez Campos et il avait fait 19ème. Il y avait eu quelques entrées dans les points. Ça avait été pas incroyable, mais bon, on se disait pour une première saison en arrivant de la F4, ok, ça va, ok. Et dans un monde normal, il aurait fait la deuxième saison. Il aurait fait une deuxième saison de F3 cette année. Le souci, c'est que des soucis de budget sont arrivés en cours de route, des retards de paiement. C'est en tout cas l'explication officielle qui avait été donnée par son papa. Il n'avait pas pu faire la dernière manche de la saison. On se disait, c'est des retards de paiement, t'inquiète, ça va venir pendant l'année, je me prépare pour la F3 l'an prochain, etc. Et au final, alors oui, il avait d'ailleurs le châssis considéré comme moins bon chez Campos, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Et au final, il n'y a pas eu de volant du tout. Et il s'est un peu reconverti comme coach sur iRacing, et c'est tout. A priori, il avait l'air complètement disparu des radars. Et voilà, il y a ce retour, venu de nulle part, Hugh Barter qui arrive en F4 indienne. Honnêtement, la liste, il y a énormément de gens complètement inconnus ou qui n'ont aucune référence en F4, qui n'ont aucune référence même en sport auto international. Hugh Barter va éclater tout le monde, c'est une certitude. Voilà, maintenant, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose par la suite? Est-ce que ça peut vraiment le relancer, le remettre en F3 peut-être, etc. J'espère, voilà, j'espère la remise en forme à bas prix avant un comeback, c'est ce que j'espère pour lui. C'est ce que j'espère pour lui. Après, voilà, c'est quelque chose qu'on a... C'est de toute façon, pour les fans d'Adrien David, on connaît bien ce que c'est, hein. Ce truc d'arriver en F4 d'Asie du Sud-Est, etc. Et puis ouais, c'est une remise en forme à bas prix avant un comeback, ouais. Il connaît la Miguel par cœur. En soi, cette... Attends. Oui, ok, oui, la F4 en 2022, il avait bien couru avec cette voiture-là, oui. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne pour Hugh Barter sur le long terme, mais c'est l'ultra favori. Voilà, j'ai envie aussi de parler un peu des États-Unis, l'Indy Next, l'antichambre de l'IndyCar, juste pour faire un petit point. Caio Collet qui est toujours par là, qui est actuellement 3ème. Jamie Chadwick 5ème. D'ailleurs, il y a eu un bel accrochage entre Collet et Chadwick causé par Caio Collet. Mais voilà, Jamie Chadwick, ça décolle vraiment sa carrière, donc assez sympa.
Disons que depuis des stories un peu trop évocatrices, on préfère esquiver Adrien, oui. Il roule sous quelle licence? Australienne. Australienne. C'est un pilote australo-japonais. Mais non, c'est un pilote australien. Et donc voilà. Et on se quitte avec tous les horaires. Nils Cullen n'est pas dernier. Oui, non. Nils Cullen qui est pas dernier, je comprends pas. En parlant de mec qui a dispawn, ça en est où Foster? J'ai pas de news récemment, faudrait que je le recontacte. Voilà, les dernières news, c'était qu'il espérait quelque chose avec Monolight en Freka, mais ça n'a pas abouti. Écoutez, voilà, tous les horaires. La première grosse échéance arrivera dès vendredi après-midi avec les qualifications de Formule 4 française à 16h20. Et voilà, vous avez tout le programme F1 Academy, F1, F4 France, Euro 4 et British F4. C'était quoi le truc avec Nils? Attends. Bah Nils, il était nul quoi. Il était nul et c'est le fils du patron de Airbnb. C'est un peu tout ce que j'ai à dire sur lui. Et il est très vieux. Enfin, il est très vieux, il a 22 ans. Ce qui est très vieux pour un pilote qui roulait en Freka à l'époque, ou en F4 à l'époque. Écoutez, voilà tout le programme, on ne devrait pas s'ennuyer. Bon, moi évidemment, à 15h10, je ne serai pas devant la course 2 de F4 française, et je ne serai pas devant les qualifications de Formule 1 non plus. Donc voilà, ça va être un week-end très chargé. Je vais quand même essayer de suivre la F4 française à côté quand même, et de vous faire profiter de ça sur Twitter. Mais en tout cas, voilà, évidemment, il y aura pas de live. Bon, s'il y a un live, c'est une grosse surprise. Je veux pas l'exclure totalement, mais ne vous attendez pas à un live. Peut-être un live débrief / preview de la F2 F3 sur la semaine qui arrive. Mais en tout cas, voilà, c'est en train de revenir. Le sport auto revient, les formules de promotion reviennent, et c'est la folie. Le live en costard, ça serait exceptionnel. Ça serait exceptionnel. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir été aussi nombreux sur le chat. Vous êtes toujours aussi actifs. C'est exceptionnel. Même pour un petit live de preview où on parle que de Formule 4, bah on est quand même une trentaine. Là, on est encore plus d'une vingtaine à parler de F4 indienne. Vous êtes juste exceptionnels. Et voilà, surtout merci. Enfin voilà, le chat est super actif. Ça fait toujours aussi plaisir. Merci Yann, merci à tous les vœux, voilà, merci beaucoup. Mariage civil qui arrive samedi, et la grande fête, le mariage religieux qui arrive dans un peu plus d'un mois encore. Il y a un peu le temps pour ça. Mais voilà, je vais essayer de suivre évidemment le week-end de F4 France, de F1 Academy, etc. sur Twitter et autres. Et en attendant, voilà, la rediffusion arrivera sur YouTube dans la soirée. Et d'ici là, bah voilà, portez-vous bien. Bonne soirée, bon week-end de course, bon week-end de F4 France, bon week-end de F1 Academy, bon week-end de F1, bon week-end de reprise. C'est la fin de l'été, le sport auto revient. Salut!